La Grande École vous présente l'analyse économique du droit par Ian MacKay. Cours 1. Pourquoi l'analyse économique du droit? Alors, ce premier cours portant sur l'analyse économique du droit va s'intéresser spécialement à la question de savoir pourquoi s'intéresser à l'analyse économique du droit. Elle ne fait pas partie des disciplines traditionnelles du droit. Pour situer l'analyse économique du droit, commençons par nous demander qu'est-ce que c'est que le droit. Le droit formule des règles qui visent à permettre aux citoyens de coordonner leurs actions de manière non violente. Les règles prévoient des solutions à des problèmes récurrents et qui peuvent survenir dans leurs interactions et prévoient aussi les institutions qui servent à faire prévaloir ces solutions. Cette mission coordonnatrice et pacificatrice est généralement le mieux assurée si l'interprétation et l'application des règles tendent vers la cohérence, la stabilité, la prévisibilité et l'irrévocabilité. C'est la certitude du droit. Et cela peut expliquer pourquoi, dans l'enseignement du droit, celui-ci est présenté comme un ensemble formel, un système logique, complet et cohérent. Et en ce sens, le droit apporte un savoir spécifique, autonome. Alors, deuxième question, le droit peut-il tout faire? Le côté formel du droit que l'on met en évidence dans l'enseignement du droit pourrait laisser croire que le contenu du droit pouvait être n'importe quoi, que tout contenu fait l'affaire. Or, cela est faux. Les règles peuvent rater leur finalité première, ou encore ils peuvent produire des effets non souhaités, graves, qui mettent en péril la mission principale. Premier exemple, la guerre déclarée à la drogue. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle n'a pas arrêté la consommation des substances euphorisantes, comme on dit dans le jargon un peu technique. Elle a peut-être augmenté le prix de ces substances, mais très peu en fait. Elle a certainement créé une classe de criminels spécialisés qui trafiquent les drogues pour les rendre plus accros. Elle a envoyé en prison, et aux États-Unis c'est particulièrement évident, un nombre effarant de jeunes qui provenaient de milieux défavorisés et qui espéraient peut-être par la drogue de se sortir de cette situation déplorable. Et enfin, elle nous coûte excessivement cher en ressources policières soustraites à d'autres missions, et elle nous impose éventuellement des restrictions à nos libertés fondamentales sous prétexte que ceci sert au combat à la drogue. Alors, deuxième exemple, en réponse à la question « Le droit peut-il tout faire ?» L'exemple porte sur les casques de cyclistes que l'on pose aux enfants. Deux études américaines qui attestent ce que je vais vous raconter à l'instant. Alors, pour réduire les blessures à la tête des enfants qui se promènent en bicyclette, certains Américains, une vingtaine si je me rappelle bien, ont imposé l'obligation aux enfants de porter le casque. On pourrait dire, c'est une bonne chose, mais quels sont les effets de ces mesures? 1. Certes, il y a réduction des blessures à la tête qui résulte du cyclisme, c'est l'effet souhaité, elle se réalise, mais ce n'est pas tout. Il y a également, on parle toujours des États-Unis, une réduction du cyclisme et généralement de l'activité physique des enfants.
ce qui résulte, ça ne vous étonnera pas, en une obésité accrue, et ça c'est une véritable épidémie aux États-Unis. Et enfin, il y a un autre effet, sans doute non voulu, c'est une augmentation des blessures à la tête résultant d'autres sports et activités physiques. Question, est-ce que c'est vraiment ça que nous avons voulu faire? Ceci nous amène à la question de savoir que faire du droit décalé. Les exemples montrent que le droit ne produit pas toujours les effets voulus, et rien que cela. Les règles dont les effets s'écartent beaucoup de ce qui était visé risquent de miner la confiance des citoyens au droit. Et c'est une mauvaise chose. Le juriste avisé voudra donc avoir à sa disposition des outils pour prévoir les effets des règles juridiques. Et ça lui servira à tirer la sonnette d'alarme s'il y a un décalage sérieux entre les effets voulus et ceux que l'on peut prévoir ou qui se produisent dans les faits. Mais alors, vous me demanderez sans doute, mais comment connaître les effets du droit? Quel outil le juriste a-t-il à sa disposition pour les connaître? Certes, la formation traditionnelle, formaliste, ne lui prépare pas bien pour poser les questions sur les effets des règles, mais il y a quand même des outils. Le droit comparé et l'histoire du droit sont des outils de ce type parce qu'elles permettent de regarder notre droit, si l'on veut, de l'extérieur. Penser comment il pourrait être formulé autrement et en même temps, quelles raisons ont été données pour la règle qui est différente de la nôtre. Mais je dirais la voie principale pour s'interroger sur les effets des règles juridiques, c'est les sciences sociales et en particulier parmi celles-ci, la science économique. La science économique, je dirais, incarne de la manière la plus pointue les tendances communes des sciences sociales. Pour illustrer la différence de raisonnement entre le juriste et l'économiste, je voudrais vous présenter un exemple d'un trésor méconnu. Dans la jurisprudence française, s'est posée la question de savoir si le vendeur qui, par ignorance ou par mégarde, a vendu à vil prix un objet qui, par la suite, s'avère valoir une fortune, est admis à demander l'annulation de cette vente pour cause de réticence dolosive de l'acheteur. Approche formelle du juriste. Il se demande si ce vice de consentement est compatible avec l'interprétation qu'on en fait en droit actuel, parce que dans le droit actuel, la réticence dolosive, normalement, profite à l'acheteur, mais pas au vendeur. Deuxième question que poserait le juriste dans une approche plus formelle, y a-t-il place éventuellement pour l'application du principe d'enrichissement sans cause? Deux bonnes questions sur lesquelles on pourrait même écrire une thèse, j'imagine. Quelles sont les questions que se pose l'économiste? Première question que pose l'économiste, quels signaux enverrait l'admission d'une telle annulation aux vendeurs et aux acheteurs de trésors méconnus et aux acteurs dans les marchés d'objets d'occasion? Et quels signaux enverrait le refus de cette annulation? Alors, accompagnons l'économiste lorsqu'il développe sa pensée sur ces questions. Si l'annulation pure et simple est admise,
on augmente le risque inhérent à l'achat d'un trésor inconnu, ce qui pourrait décourager ces achats. On complique la rentabilisation du savoir d'expert, ce qui pourrait décourager ce développement. C'est plus rentable d'être expert si les profits que vous faites avec votre expertise vous seront retirés par la suite d'une annulation comme ça. Ensuite, on encourage l'acheteur d'un objet à cacher son achat pour éviter la remise en cause de son achat. Cela complique les marchés d'occasion. En revanche, on encourage évidemment les propriétaires d'objets à les mettre en vente, ce qui est en soi une bonne chose. Et si l'annulation était refusée, alors là, le vendeur est encouragé à consulter un expert avant la vente. Il y a de multiples experts qui vont alors rentabiliser leur savoir d'expert. Et si dans l'expertise demandée, il y a une erreur, il s'avère que finalement l'objet vendu vaut beaucoup plus que ce que l'expert avait prévu, alors il y aurait éventuellement un recours en erreur contre l'expert, mais ça ne remet pas en cause la vente. Devrait-on, pourrait-on se demander, donner des incitations utiles, parce qu'il y en a des deux côtés, aux deux parties, en donnant à chacune une partie de la plus-value réalisée lorsque on découvre que l'objet vaut plus que ce qu'on avait pensé, que c'est donc un trésor caché. En droit civil, cette solution existe pour les trésors enfouis. Mais voilà, nous voilà de retour dans la pensée du juriste, mais à partir du raisonnement sur les incitations.